Clara sentait de nouveau le regard des arbres sur elle. Toute petite déjà, elle éprouvait parfois cette désagréable sensation d'être épiée. Depuis quelque temps cependant, le phénomène se répétait de plus en plus régulièrement. Les adultes lui disaient qu'elle se faisait des idées, que les arbres avaient toujours été là, et rajoutaient immanquablement cette formule qui l'agaçait tant. « N'oublie pas que nos maisons ont été construites de leur bois. » Parmi les adultes, cependant, circulait une rumeur. Les arbres se rapprochaient, pouvait-on entendre parfois, mais quiconque prononçait ces mots recevait des regards de désapprobation qui s'avéraient le plus souvent dissuasifs. Mais lorsqu'ils ne l'étaient pas, les insultes remplaçaient les regards et la plupart en restaient là. La vieille folle, cependant, faisait partie de ceux qui n'avaient pas pu s'arrêter. Passé le stade des insultes, les villageois l'ont d'abord évité, puis ignoré, pour finalement l'ostraciser définitivement. Bannie pour toujours du village, elle continuait cependant à importuner les villageois qui finirent par nier jusqu'à son existence. La vieille folle n'existait pas. Pire encore, la vieille folle n'avait même, selon certains, jamais existé. Clara n'avait qu'un souvenir bien vague de la vieille folle. Tout ceci s'était passé à un âge où le jeu et les rêveries ne lui laissaient que peu de temps pour s'intéresser au monde qui l'entourait. Voilà qu'elle se mit à éprouver cette sensation désagréable d'avoir perdu son temps. L'angoisse qui était la sienne, lorsqu'elle sentait la brûlure du regard des arbres qui s'attardaient sur sa peau, la fit regretter d'avoir dilapidé tant de pensées en rêves d'enfant. Elle avait joué, passé tant de temps à jouer. Elle jouait à être parfois une sorcière, parfois une guerrière, une aventurière, une reine, et parfois même une mère. Elle avait joué à faire semblant au lieu d'observer attentivement le danger qui semblait guetter le village. Clara avait atteint un âge où les pensées des adultes commençaient à se cristalliser en elle, en rejetant parfois ses propres pensées. Elle n'osait plus poser de questions, savait qu'il ne fallait pas parler des arbres et pourtant, ses regards empreints d'une violence sourde qui lui jetait sans cesse commençaient à l'obséder. Elle décida alors de lutter, pas contre les arbres bien sûr, mais contre ses pensées. Elle se mit alors à fixer la forêt à chaque moment de la journée qu'elle avait de libre. « Tu vois bien, ma pauvre Clara, se dit-elle à elle-même, il n'y a rien. Les adultes ont raison. » Et en se disant cela, une grande vague de chaleur envahit son corps, comme c'était rassurant. Voilà enfin que l'étreignait la certitude qu'il n'y avait pas de danger. Le soir commençait à tomber, et elle se mit donc en route pour rentrer, heureuse à l'idée de partager un repas avec ses parents, reconnaissante de la vie paisible que lui offrait son village adoré. Après quelques pas cependant, elle se rendit compte de quelque chose qui la fit frissonner. De nouveau, le regard des arbres s'attardait sur elle. Cette fois-ci, cependant, la sensation était encore plus forte que d'habitude. Les arbres s'étaient mis à rire. Ils riaient d'elle, avec une cruauté et une intensité telles qu'elle n'osa pas se retourner. Elle s'enfuit alors en courant, sous les rires obscènes des arbres. Chez elle, elle vit avec un pincement au cœur le repas que sa mère lui avait préparé. Elle devinait tout le mal que sa mère s'était donné pour préparer ce repas et regrettait amèrement de n'être pas capable de l'apprécier. Elle se força donc à sourire et à manger. Elle était pleine d'un sentiment nouveau, une colère contre elle-même, contre ses parents et contre le village tout entier, qui avait rendu indicibles les mots qu'elle avait besoin de dire. Cette nuit-là, Clara ne parvint pas à s'endormir. L'angoisse qui lui rongeait le ventre ne lui permit pas de rêver, ni cette nuit-là, ni plus aucune autre ensuite. Le rêve est un luxe réservé à ceux qui ignorent le danger, pensa-t-elle. Les jours suivants, Clara continuait de sentir les arbres à l'observer. L'angoisse commençait doucement à intégrer sa normalité. Du moins était-ce ce qu'elle crut dans un premier temps, car les assauts des arbres, leurs moqueries et leurs regards vicieux se faisaient toujours plus violents, plus imprévisibles. Plus elle tentait de se dérober à leurs regards, plus elle éprouvait cette sensation d'être une proie que le chasseur pouvait tuer à tout instant, mais qu'il préférait garder en vie pour s'amuser encore un peu. Clara sortit de la maison familiale en trombe, après avoir passé la journée enfermée dans sa chambre, les rideaux clos. Ses parents échangèrent un regard en la voyant passer. Dehors, pieds nus, vêtue d'une simple robe blanche qui mettait en valeur davantage qu'elle ne couvrait sa féminité naissante, elle fit face à la forêt lointaine. Son geste n'était pas motivé par un quelconque héroïsme, mais par la simple volonté d'en finir. Cette peur qui la rongeait était devenue insupportable. La forêt avait beau être loin, elle ne pouvait pas faire face à tous ses adversaires.
Un combat bien déloyal, mais peu lui importait après tout. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas tant combattre que d'en finir, disparaître, ne plus avoir à faire face. Et pour la première fois, les arbres la regardèrent en face, tous, unanimement, avaient communiqué la haine qu'ils lui portaient, à elle et à son village. Sous le poids de cette haine, sombre, froide et si profonde, le regard de Clara se baissa. Elle finit par défaillir. À genoux, les mains devant les yeux pour cacher ses larmes et se protéger de cette pulsion qui la poussait à vouloir revoir l'ennemi, elle entendit de nouveau le rire des arbres, à la différence près que cette fois-ci, ils étaient plus forts, plus audibles. Comme si Clara n'eut pas la force de terminer cette pensée. Ses yeux, cachés derrière ses mains, étaient ouverts en grand. Les arbres riaient sans discontinuer. Puis à mesure que ses mains glissaient de son visage, elle eut enfin la force de terminer sa pensée, comme s'ils s'étaient rapprochés. Ses yeux, libérés de leurs entraves, le lui confirmèrent. La forêt s'était bel et bien rapprochée. « Les arbres se rapprochent !» hurla-t-elle à ses parents. Son père regarda craintivement par la fenêtre. Sa mère, quant à elle, referma la porte précipitamment, lui passa une main sur les épaules et essaya de l'inciter à parler moins fort. « Tu te rends compte, si les voisins t'entendaient ?» dit son père dans une sorte de hurlement chuchoté. « Ils se rapprochent, je les ai vus. Mais comment oses-tu dire une chose pareille ?» Mais déjà, Clara n'écoutait plus. Elle connaissait déjà le discours qu'elle allait entendre. Les arbres ne bougent pas. Ce sont des histoires. Il faut les laisser tranquilles. Nous avons construit nos maisons de leur bois. Mais je les ai vus, se contenta-t-elle de penser. Le lendemain, elle prit la décision de sortir du village pour partir à la recherche de la vieille folle. Les questions qu'elle voulait lui poser se bousculaient en elle, et tandis qu'elle courait, elle se mit à souhaiter « Faites que la vieille folle soit bel et bien folle. Faites que je sois folle moi aussi. Que nous ne soyons que deux folles qui ont vu ce que personne d'autre ne voit, qui ont vu quelque chose qui n'existe pas. » Elle traversa plusieurs ponts, marcha sur les chemins, hors des chemins, à travers champs, dans des cultures, et en passant une rivière, elle vit enfin une petite cabane. La vieille folle avait étendu son linge à côté. Elle était entièrement nue. La surprise de Clara fut bruyante. La vieille folle se retourna doucement, gênée. Elle fit signe à Clara de se retourner et se rhabilla de ses vêtements encore humides. « Désolée jeune fille, je n'ai pas d'autre tenue. Le village est au nord, continue par là, tout droit, tu tomberas dessus. Je viens au sujet des arbres. » La vieille folle prit un air grave, puis indiqua à Clara un rocher au bord du lac. Clara aida la vieille folle, qui se déplaçait péniblement, et une fois toutes deux assises sur le rocher, le silence devint pesant. « Est-ce vrai que les arbres se rapprochent ? Je les ai vus. Pourquoi me poses-tu la question si tu les as vus ? Tout le monde dit que c'est faux, je ne sais plus qui croire. On ne te dit pas que c'est faux, mais qu'il ne faut pas en parler. Il faut ignorer leurs appels et les laisser s'approcher. » « Ignorer leurs appels ? Alors, vous aussi, ils vous ont appelé ?» La vieille folle se mit à rire, d'un rire qui n'avait pas servi depuis si longtemps qu'il ressemblait à un cri de douleur. « Tout le monde les entend, leurs cris, leurs moqueries, leurs sarcasmes, leurs insultes, leurs complaintes, leurs prières et parfois leurs appels. Tout le monde les entend. » La vieille folle s'interrompit un instant devant les yeux de Clara. Des yeux qu'elle avait si beaux, si clairs et si grands ouverts, que la vieille folle comprit qu'elle allait devoir donner de plus amples explications. « Avant que l'on ne m'appelle la vieille folle, j'avais un mari, un homme doux, mais qui s'emportait parfois. Il se plaignait que les arbres étaient de plus en plus cruels avec lui. Il disait qu'il voulait prendre une hache pour s'en débarrasser. Il voulait tous les couper, un par un. Je lui disais de se taire, qu'on pourrait l'entendre. Et plus il m'en parlait, plus je lui disais de se taire, et plus les arbres redoublaient de cruauté avec lui. Et un beau jour, il n'a plus été capable de résister. Il a suivi la voie des arbres et n'est jamais revenu. Au village, on a dit que c'était un bandit qui l'avait tué. Certains y ont cru, mais la plupart savaient. C'est alors que j'ai commencé à me révolter contre le silence, contre le mensonge. J'ai parlé à ceux qui avaient vécu la même chose que moi, à qui les arbres avaient enlevé quelqu'un. Tous, sans exception, m'ont dit ce qu'on leur avait appris à dire. Nous avons construit nos maisons de leur bois. Et pire encore peut-être, tous avaient pardonné. Ils avaient pardonné la mort d'un des leurs. Ils avaient pardonné la mort de mon mari. Et ce n'était pas par bonté d'âme, mais par lâcheté, uniquement par lâcheté. Clara, qui avait fait tout ce chemin dans l'espoir d'obtenir une solution, commençait à comprendre en regardant la vieille folle qu'il n'y en avait pas. Comme pour se faire du mal,
Elle demanda à la vieille folle de confirmer ce qu'elle avait compris. « Il n'y a rien à faire. » La vieille folle lui fit un sourire et raccompagna Clara au chemin qui menait au village. Les jours suivants, Clara se rendit au Temple du Soleil, une habitude qui avait pourtant commencé à se perdre dès la génération de ses parents. Le temple avait été déserté depuis bien longtemps. Il ne restait plus qu'un prêtre gâteux qui passait son temps à dormir et dont on se demandait parfois s'il n'était pas déjà mort. Ses parents n'avaient jamais appris à Clara à prier. Aussi ne put-elle que supplier. Rapidement, elle se mit à avoir honte de son attitude face à l'astre des astres, créateur de toute vie, lumière de nos jours. Elle se surprit elle-même à se souvenir du début de cette prière. Elle était si rarement allée au temple, une fois ou deux étant petite, et pourtant, elle se souvenait des formules à employer lorsque l'on s'adressait au Dieu Soleil, Dieu visible, que sa toute-puissance nous empêche de défier du regard. Elle finissait chacune de ses prières, comme le veut la coutume, en posant un très court instant son regard sur le Dieu Soleil à travers la fente dans le toit du temple, puis elle conservait quelques instants sur sa rétine quelques taches rémanentes. Elle se souvenait de ce que le prêtre avait dit à ce sujet. « Les taches que le Dieu Soleil laisse sur tes yeux est la preuve qu'il rend au centuple tout ce que tu lui donnes, les bonnes comme les mauvaises choses. » Finalement, après de nombreux essais qui l'avaient laissée insatisfaite, elle put formuler une prière convenable. « Astre des astres, créateur de toute vie, lumière de nos jours, pardonne à mes parents de profiter de tes bienfaits sans plus jamais t'honorer. Tu es notre Créateur, notre Père et notre Mère. Tu es la toute-puissante lumière. Aussi je te demande de bien vouloir protéger tes enfants, ceux-là même qui t'ont abandonné, car je sais qu'ils reviendront vers toi. Comment pourrait-il en être autrement? Tu es avec nous tous les jours, et tu es si bon. Pardonne à mon village et protège-nous des arbres. Protège-nous de la culpabilité d'avoir construit nos maisons de leur bois. Protège-nous de la disparition. Dieu Soleil, Dieu visible, que sa toute-puissance nous empêche de défier du regard. Protège-nous. » Une nuit, Clara fut réveillée par une étrange mélodie. Une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue nulle part. Elle se précipita vers la fenêtre et constata de ses yeux ronds que les arbres s'étaient encore rapprochés. Ce qu'elle entendait, pour la première fois, était la prière des arbres. Fascinée par la mélodie, elle sortit discrètement de la maison. Les arbres chantaient et priaient dans une langue très ancienne, du vieil arbre, dont elle se souvenait avoir appris certains mots à l'école. Elle ne comprenait pas les chants, mais comprit d'instinct qu'il y avait dans ces textes quelque chose de beau, qui contrastait tant avec les insultes et les rires si caractéristiques auxquels les arbres l'avaient habituée. « Ne t'attendris pas sur tes bourreaux », s'interdit-elle. Pour mieux entendre, elle fit quelques pas dans le noir. Elle n'avait plus pour seul repère que la faible lumière qui émanait de la fenêtre de sa chambre, au loin. Elle continua, marcha lentement, bercée par ces chants si mélodieux qui lui donnaient l'impression qu'une paix, qu'une entente était peut-être possible. Tout à coup, cependant, elle se cogna et tomba à terre. Malgré l'obscurité, elle n'avait pas pensé à mettre ses bras devant, en protection. Elle ne s'attendait pas au moindre obstacle. Elle connaissait le chant. En relevant la tête, elle constata avec horreur que l'obstacle en question était un arbre. Si près de chez elle, elle ne put retenir son cri. Elle rentra en courant, claqua la porte à grand bruit et retourna dans son lit. « Que se passe-t-il » demanda son père d'une voix inquiète. Elle aurait voulu se retenir, mais la vérité, d'elle-même, ne put s'empêcher de s'extraire de sa bouche. « Les arbres se rapprochent !» Son père soupira et lui souhaita une bonne nuit et referma doucement la porte de la chambre de Clara. Le lendemain, elle vit par la fenêtre l'arbre contre lequel elle s'était cognée la veille. Lorsque l'arbre la vit, il se mit à rire, d'un rire qui ne s'arrêta jamais. Ce rire obscène traversait les mains que Clara avait collées de toutes ses forces contre ses oreilles. Rapidement, la situation devint trop insupportable. Elle ne pouvait simplement plus rester chez elle. Elle n'avait d'autre choix que de passer ses journées à l'autre bout du village pour ne plus entendre l'arbre rire. Mais bientôt, un autre arbre allait apparaître près de la maison de Clara, puis un autre, et au loin, la forêt ne cessait d'avancer, plus rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Et les villageois s'obstinaient pour la plupart à les ignorer. Certains avaient disparu, succombant à l'appel des arbres. D'autres s'étaient enfuis, à la recherche d'un autre village où vivre, sans rien annoncer à personne, pour éviter les reproches. Parmi ceux qui étaient restés et qui s'efforçaient de vivre comme si de rien n'était, Clara apercevait parfois des regards paniqués dans lesquels elle cherchait un réconfort. Mais sitôt elle s'approchait, sitôt ils se ravisaient, comme s'ils étaient honteux d'avoir laissé paraître de manière si évidente leur faiblesse. Et durant les derniers jours de sa vie, elle n'est jamais personne à qui parler. Un jour, trop malmenée par la solitude et par les rires dorénavant incessants des arbres, elle s'en alla du côté de la rivière pour rendre visite à la vieille folle.
Mais elle ne l'y trouva pas. Se refusant d'imaginer qu'elle ait pu succomber aux appels des arbres, comme son mari jadis, elle préféra se dire qu'elle s'était probablement enfuie vers une autre clairière. En revenant, elle s'aperçut qu'un arbre avait poussé en plein milieu de la place du village. Au fil des jours qui suivirent, ce fut 2, puis 3, puis 5 nouveaux arbres qui avaient poussé dans l'enceinte même du village. « Nous avons construit nos maisons de leur bois », pouvait-on entendre parfois, sous les chants et les prières des arbres. Pourtant, les villageois continuaient de nier la vérité. Le temps semblait passer plus lentement qu'avant, et les arbres continuaient de se multiplier, et la forêt, elle, continuait d'avancer. Un jour, la grand-mère de Clara s'était faite transpercer par un arbre qui avait poussé brutalement chez elle tandis qu'elle dormait. Depuis ce jour, les parents de Clara ne pouvaient plus cacher leur angoisse. Clara suppliait ses parents de s'enfuir, de trouver un autre village, mais son père se contenta de répéter ce qu'on lui avait toujours appris. « Nous ne pouvons pas nous enfuir, nous avons construit nos maisons de leur bois. » Clara reconnut, dans son expression et dans la manière de dire ces mots, la même dévotion religieuse qu'elle-même avait éprouvée au Temple du Soleil. « Mais ces mêmes maisons que nous aimons tant, ne sont-ils pas en train de les détruire aujourd'hui ?» Son père lança à Clara un regard qu'elle ne lui avait jamais vu. Il gifla sa fille et s'en retourna. La lisière de la forêt touchait dorénavant la porte du village. Les arbres à l'intérieur s'étaient multipliés à une vitesse terrifiante. Ils ne se cachaient même plus et apparaissaient dorénavant sous le regard incrédule des villageois qui restaient. Clara, sans y croire, prit les mains de ses parents et supplia une dernière fois « Enfuyons-nous » et ses parents échangèrent un regard de détresse. Clara comprit que cette détresse était enfermée en eux depuis bien longtemps. Les larmes coulèrent d'elles-mêmes sur ses joues et un sourire involontaire se dessina sur son visage. Ça y est, ils avaient enfin compris. Ils étaient sauvés, ils allaient pouvoir s'enfuir. Ils osaient enfin voir la vérité en face. Et ses parents s'agenouillèrent devant Clara et lui dirent en chœur « Mais nous avons construit nos maisons de leur bois ». Clara bascula en arrière devant l'effroi que ses parents provoquèrent en elle. Quelques secondes plus tard, un arbre poussa dans la maison familiale. Son père, en regardant sa maison s'écrouler, dit finalement à sa fille « Même si nous voulions nous enfuir, ce que nous vivons ici est le sort qui attend tous les autres villages. Il n'y a nulle part où aller, nulle part où s'enfuir, ma fille. » Peu de temps après avoir fini sa phrase, il fut déchiré en deux par un arbre qui poussa sous ses pieds. Le lendemain, ce fut le tour de sa mère. Clara fut la dernière des villageoises à se faire tuer. Il ne restait que quelques mètres d'espace vierge autour d'elle. Elle s'allongea, les bras et les jambes bien tendus pour simplifier sa mise à mort. Peut-être par vice, les arbres attendirent 2 jours avant de la transpercer à son tour. Résignée, en attente de son exécution, Clara se mit à penser à sa vie au village, qui avait été si douce, trop douce peut-être. Et c'était peut-être cette douceur qui les avait à ce point affaiblis. Elle pensa à ses parents aimants qui lui avaient tant appris et qu'elle rejoindrait bientôt au-dessus du soleil. Bercée par une nostalgie rêveuse, elle se voyait presque narguer les arbres en leur parlant de la beauté qu'avait été ce village et qu'ils ne connaîtraient jamais, car eux ne pouvaient que détruire. Elle repensa aussi à la vieille folle, qui bien que solitaire, devait maintenant vivre paisiblement dans une jolie clairière. Mais les dernières paroles prononcées par son père lui revinrent en mémoire. « Il n'y a nulle part où aller, nulle part où s'enfuir, ma fille. » Et la vieille folle, elle non plus, ne serait pas épargnée. Les arbres firent alors silence pour la laisser seule, dans l'horreur de la révélation. Nulle part il n'y aurait plus jamais de village comme le sien, et le fracas de sa colonne vertébrale brisée par un arbre vint ponctuer sa dernière pensée. Il ne restera pas une clairière